Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo consacrée à l'introduction aux réseaux locaux. Nous allons continuer cette deuxième vidéo avec la méthode d'accès utilisée dans Ethernet. Entendez CSMACD, Carrier Simple Multiple Access with Collision Detection. Comme je le disais dans la vidéo précédente, c'est une méthode d'accès utilisée dans Ethernet qui permet de gérer l'accès au niveau des médias partagés. La définition vient de l'anglais, mais en français, ça voudra dire accès multiple à écoute de porteuses avec détection de collision. J'avais donné l'exemple d'une salle de réunion où on est un certain nombre, et si tous on se met à parler, c'est sûr que personne n'entendra ce que dit l'autre. C'est à peu près la même chose. Nous allons décrire un peu comment fonctionne CSMACD. Mais avant, je voudrais vous montrer un exemple de médias partagés. Supposez que nous ayons ici un concentrateur, un hub, je veux dire, auquel nous avons connecté 4 ordinateurs. Le concentrateur, comme vous le savez déjà, son fonctionnement, dès qu'il reçoit, je suppose que cet ordinateur, mettons les A, B, C, D, si l'ordinateur A veut envoyer des données à l'ordinateur C, tel que le concentrateur, le hub fonctionne, il ne prend pas la donnée de l'ordinateur A et l'envoie directement à l'ordinateur C. Mais la donnée qu'il reçoit sur un port, il la transmet sur tous les autres ports, hormis ce seul port d'où il a reçu. Donc, quand l'ordinateur A envoie sa donnée, cette donnée est envoyée à tous les ordinateurs qui sont connectés sur les autres ports. Donc, c'est seulement le port qui envoie, qui ne reçoit plus la donnée. C'est comme ça que fonctionne le hub. Et donc, vous pouvez constater que si à un instant T, ces deux ordinateurs se décident à communiquer, il peut y avoir collision. Vous allez me dire, avec le CSMACD qui est censé réguler la communication dans un média partagé, comment cela peut-il encore arriver? Je vous expliquerai tout à l'heure quand on va voir en détail en quoi consiste CSMACD. Donc voilà un peu présenté dans quelles conditions nous pouvons avoir des collisions. Et vous comprenez aussi que plus on a d'ordinateurs dans un réseau comme ça, et plus les risques de collision sont élevés. Et quand il y a beaucoup de collisions dans un réseau Ethernet, ça paralyse complètement le réseau et les performances du réseau. Je vais effacer celui-ci. Donc nous avons parlé de CSMACD. Et j'ai dit ça fait carrier pour porteuse. Porteuse. La porteuse, si vous ne maîtrisez pas les principes de modulation, je vous exhorte à lire un peu. C'est une fréquence, que ça soit une modulation en bande de base ou en haute fréquence, c'est un signal qui est utilisé pour porter l'information. Bon, expliquer brut comme ça. Porter l'information, c'est-à-dire on utilise un signal qu'on module avec l'information. Et ce signal qu'on appelle la porteuse. Carrier sense. Bah, ça peut être traduit comme écoute de porteuse multiple. Pardon, multiple access, accès, naturellement en français. Pardon, là j'ai écrit encore access, accès, voilà. Collision, collision, détection. Et donc, ça se traduit comme accès multiple, pardon, à écoute de porteuse avec détection de collision. Nous allons maintenant expliquer comment ça fonctionne, le principe de fonctionnement de CSMACD. Quand nous sommes sur un média partagé, attendez, je vais effacer celui-ci, voilà. Je vais ramener le petit schéma que j'avais fait avec le hub.
Ce serait plus facile pour expliquer le principe. Vous avez un ordinateur ici. Excusez-moi, je ne suis pas un bon dessinateur. Un autre ordinateur de ce côté-ci. Un autre. Nous les avons nommés A, B, pardon, C et D. Le principe, c'est le carrier sense écoute de porteuse permet à ces ordinateurs d'écouter le média, c'est-à-dire le câble qui les relie, d'écouter le câble pour voir, en termes électriques, ça se traduit par une certaine activité que l'ordinateur va monitorer, pour voir s'il y a déjà des ordinateurs qui transmettent. S'il y a des paquets qui circulent sur le réseau, il y a un niveau de signal électrique que ces ordinateurs vont recevoir. Et ils sauront qu'il y a d'autres ordinateurs qui transmettent et ils ne transmettent pas. C'est un peu l'exemple de la salle de réunion où, avant de parler, on lève le doigt. Et donc, s'ils entendent, si je suppose que cet ordinateur A veut transmettre des données, il écoute le média pour voir s'il y a d'autres ordinateurs qui transmettent. S'il y en a qui transmettent, il attend qu'il n'y ait plus d'activité sur le média avant d'envoyer ces données. La première question qui peut venir à l'esprit, c'est que, voilà, si chaque ordinateur doit écouter et s'assurer que le média est libre avant d'envoyer ces données, comment des collisions peuvent encore intervenir? Le temps de propagation sur un média, c'est-à-dire quand une information est envoyée ici, avant que ça n'atteigne cet ordinateur, il y a un certain temps. C'est ça qu'on appelle le temps de propagation et qui n'est pas nul. Ce qui veut dire que l'ordinateur A peut être en train d'écouter le média pendant que l'ordinateur B, je suppose, avait déjà émis une donnée. Mais le temps de propagation n'étant pas nul, celui-ci n'a pas le temps d'appréhender les informations envoyées par l'ordinateur B avant de commencer par transmettre. Parce qu'en tant qu'à lui, il écoutait le média, il n'a rien entendu. Et donc, pour lui, personne ne transmettait. Celui-ci avait déjà transmis le temps de propagation avant que celui-ci ne perçoive la transmission de l'ordinateur B. L'ordinateur A a commencé déjà par transmettre. Et là, il y aura collision. Parce qu'ils vont, eux deux, commencer par transmettre presque au même moment ou l'un un peu après l'autre. C'est dans ce genre de cas que la collision intervient. Après cette collision, il y a un algorithme de back-off qui est déclenché par chaque ordinateur et qui attend un moment après la collision détectée. Tous les ordinateurs, ils attendent un moment avant de recommencer par transmettre. Mais le temps d'attente est aléatoire. C'est aléatoire en ce sens que si l'algorithme avait fixé un temps d'attente, un temps T, ça veut dire que quand ces deux ordinateurs vont détecter la collision, ils vont attendre le temps T et commencer par transmettre simultanément. Et donc, il peut y arriver que ils attendent le temps T. Si le temps T étant le même, ils commencent par transmettre au bout de ce temps T. Et donc, ils transmettent encore simultanément. Ça va faire une boucle de collision et on s'en sortira pas. C'est surtout pour cette raison que ce temps n'est pas fixe et qu'il est aléatoire au niveau de chaque ordinateur. Donc voilà un peu présenté CSMACD. Chaque ordinateur écoute le média. Lorsqu'une collision est détectée, comment c'est géré? Si une station était en émission quand la collision est intervenue, elle émet encore plus d'avantages pour renforcer l'information pour les autres. Elle émet jusqu'à 32 bits supplémentaires qu'on appelle jam. C'est pour renforcer l'information de collision pour les autres ordinateurs. En réception, la station qui reçoit, une station qui écoutait le média, elle n'émet plus. Donc voilà un peu comment la méthode d'accès CSMACD gère l'accès aux médias. Je reproduis ici mon concentrateur avec ces 4 ordinateurs. De ce côté, je vais mettre un switch avec 4 ordinateurs aussi.
Je vais vous présenter ici en quoi l'avènement des switches a considérablement réduit les collisions, voire presque éliminé les collisions dans un réseau Ethernet. Quand l'ordinateur, mettons ici A, B, C et D, E, F, G, H. Avec le concentrateur, nous avons dit quand l'ordinateur A veut envoyer une donnée à l'ordinateur C, le concentrateur le recevant sur ce port va l'envoyer sur les 3 autres ports. Sur tous ces ports, si je suppose qu'il a 4 ports. Il le reçoit sur un port, mais l'envoie sur tous les autres ports, hormis de là où il l'a reçu. Donc, des données envoyées par A seront reçues par B et D, mais ils ne vont pas les traiter, ils vont les ignorer parce que ça ne leur est pas destiné. Mais au moins, ils les auraient reçues. Donc, si entre-temps, eux-mêmes voulaient transmettre, ça peut occasionner des collisions. L'avantage avec le switch, c'est que chaque port constitue un domaine de collision. Nous allons voir par la suite la notion de domaine de collision. De ce côté, c'est tout ceci qui représente un seul domaine de collision. Ces 4 ordinateurs appartiennent à un seul domaine de collision. Ici, chaque port représente un domaine de collision. Pourquoi? Quand le switch reçoit la donnée de l'ordinateur E, qui doit être envoyée à l'ordinateur G, il ne l'enverra qu'à ce G. F ne recevra rien, H ne recevra rien. Quand le switch reçoit une donnée, il l'adresse à l'ordinateur concerné. Il y a ce qu'on appelle la table CAM au niveau des switches. Alors là, mon stylo s'est planté. Désolé, vous allez permettre que j'efface et puis je redessine, mais là je vais remettre uniquement le switch. Donc voilà de retour. Cette fois-ci, je vais reproduire uniquement le switch avec ces 4 ordinateurs. On a fini de parler du principe de fonctionnement du hub. Donc je suppose que ici, c'est un commutateur. Nous allons prendre les ordinateurs A, B, C et D. Je disais tantôt, quand l'ordinateur A envoie une donnée à l'ordinateur C, le commutateur le prend et l'envoie directement à l'ordinateur C. Cette donnée ne sera pas envoyée aux ordinateurs B et D. Contrairement au hub qui prend sur un port et diffuse sur tous les autres ports. Le switch, lui, prend d'un port A et l'envoie vers le port C. Mais comment il arrive à savoir que la donnée est destinée à l'ordinateur connecté sur le port C? Il y a ce que nous appelons la table CAM au niveau des switches. Quand vous branchez votre switch fraîchement sur un réseau, les premiers ordinateurs qui envoient des données, dès qu'ils reçoivent un paquet émanant ou une trame, permettez-moi, émanant de l'ordinateur A, il lit l'adresse MAC source. Nous avons fait déjà une vidéo sur les adresses MAC et je vous ai dit que c'est l'adresse utilisée par Ethernet. Je ne compte plus revenir là-dessus. Vous pouvez revoir cette vidéo pour voir cette notion d'adresse, la composition des adresses MAC. Je ne reviendrai plus là-dessus. Dès que le switch reçoit cette donnée émanant de l'ordinateur A, il lit l'adresse MAC source. Du coup, il prend le port. Je suppose, je mets port 1, 2, 3, 4. Le port 1 est associé à l'adresse MAC de l'ordinateur A. Parce que la source sera la source de la trame, l'adresse source de la trame sera l'adresse MAC de cet ordinateur. Ainsi de suite, il remplit sa table CAM. Dès que celui-ci aussi envoie une donnée, il prend l'adresse source, il met. Et donc prochainement, quand quelqu'un envoie une donnée à l'adresse MAC correspondant à l'ordinateur C, le switch sait qu'il doit le forwarder directement sur le port 3 en regardant dans sa table CAM.
Nous allons voir plus tard les principes de communication dans un réseau Ethernet en utilisant l'adresse MAC. Bon, si vous vous souvenez, il y avait une vidéo quand même qui avait parlé un peu du protocole ARP, comment les adresses MAC sont utilisées pour le transfert des données dans un réseau Ethernet. Je vais revenir sommairement sur le principe de communication dans un réseau LAN utilisant Ethernet. Nous avons ces 4 ordinateurs connectés, je les nomme A, B, C, D. Voici les adresses IP. Je suppose que votre switch, vous l'avez branché tout de suite et que sa table CAM n'est pas encore remplie. Il ne connaît pas les adresses MAC associées à chaque port. Donc ces adresses doivent être enregistrées dans la table CAM. Quand l'ordinateur A veut envoyer une donnée à l'ordinateur B, je suppose que d'ici, quelqu'un fasse un ping en direction de cette adresse IP. L'adresse de Ethernet, c'est les adresses MAC. Voilà, quand vous faites un ping depuis cet ordinateur en direction de 192.168.2.25, c'est une adresse IP que vous utilisez. Pour envoyer la trame à l'ordinateur B, votre ordinateur a besoin de connaître l'adresse MAC de l'ordinateur B. Pour ce faire, cet ordinateur va envoyer un message de diffusion à l'adresse MAC FFFFF qui se présente comme suit. FF 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 sur, excusez, 3, il reste. Voilà. Ce message est destiné, ce message de diffusion sera destiné à déterminer quelle est l'adresse MAC associée à cette adresse IP. Donc il va dire, il envoie un message en direction de tous les ordinateurs du réseau. C'est ça qu'on appelle le message de diffusion ou le broadcast, pour demander quel est l'ordinateur qui a cette adresse IP. Tous les ordinateurs reçoivent, mais celui-ci n'ayant pas l'adresse IP, les autres ne répondent pas. C'est celui-ci qui lui répond en disant, voilà, c'est moi, voici mon adresse. Lui, en répondant, envoie son adresse MAC. Et la table ARP, celui-ci remplit et associe maintenant cette adresse MAC à cette adresse IP. Une fois que c'est fait, vous avez vu que il y a eu un premier trafic pour le message de diffusion. Déjà, votre switch aurait associé, aurait associé au port 1, si je suppose que les ports sont 1, 2, 3, 4, au port 1, l'adresse MAC de l'ordinateur A. Au port 2, l'adresse MAC de l'ordinateur B dans sa table CAM. Donc en termes de méthodes de communication, on distingue les communications dites unicast, les communications dites broadcast et multicast. Unicast, c'est quand un ordinateur A envoie une donnée à un ordinateur D. C'est d'un point vers un autre point du réseau. Le broadcast, on vient de le voir tout à l'heure, c'est la diffusion. C'est un ordinateur qui envoie en direction de tout le monde, tous les ordinateurs du réseau. Le multicast, c'est un ordinateur qui envoie pas à tout le monde, mais à un groupe d'ordinateurs. Ça peut être par exemple A qui envoie à un groupe constitué de ces deux ordinateurs. C'est ça le multicast. Donc voilà les 3 méthodes de communication qu'on va principalement utiliser dans Ethernet. Nous allons parler à présent du domaine de collision. Le domaine de collision peut être défini comme une zone logique du réseau informatique où les paquets de données peuvent entrer en collision entre eux. Si on se réfère un peu à nos exemples précédents, vous pouvez déjà imaginer que sur ce segment, nous avons quel équipement ici?
un hub. Et on avait dit plus haut que le hub, quand il reçoit sur un port, il envoie sur tous les autres ports. Donc tout ceci constitue un domaine de collision. C'est un média partagé où des collisions peuvent intervenir. De la même façon, ce segment 1 constitue un domaine de collision. Tout ce segment 4 aussi un domaine de collision. Celui-ci aussi un domaine de collision. Cet équipement qui est là, c'est un pont. Le pont, c'est un équipement intelligent en griffe comme le switch. Quand il reçoit une donnée sur ce port à envoyer vers un segment donné, il essaie d'identifier si par exemple c'est cet ordinateur qui envoie des données à celui-ci. Dès que le pont le reçoit, un peu comme le fait le switch, il arrive à déterminer que cet ordinateur se trouve sur ce port-ci. Cette donnée ne sera pas envoyée ici, elle ne sera pas envoyée là, mais directement sur ce segment. Ce qui, dans un environnement comme ça, réduit les collisions. Vous pouvez remarquer que si on avait simplement interconnecté ces 4 hubs, tout ceci allait constituer un seul domaine de collision. Mais ce pont qui est ici nous a permis de segmenter le domaine de collision. Vous en avez 4 à présent, un par port. Et on dit souvent que le switch est un pont multiport. Au début, avant qu'on ait les switches, après les hubs, on a eu des ponts, des bridges, on les appelle, à 2 ports, à 3 ports. Mais là, maintenant, les switches ce n'est pratiquement plus utilisé les ponts puisque les switches offrent beaucoup plus intelligent, beaucoup plus performant en termes de capacité et tout. Donc, c'est à peu près la situation. Le domaine de collision, c'est la partie de médias partagés ou susceptible d'enregistrer des collisions. Celui-ci, quand il reçoit cette donnée, par exemple, quand ce hub va la recevoir sur ce port, il va l'envoyer à tous les autres ordinateurs qui sont connectés sur les autres ports. Pareil ici aussi. Par contre, ce switch, quand c'est cet ordinateur qui veut envoyer une donnée à celui-ci, dès que le pont le reçoit, il sait que cette adresse MAC se situe sur ce port-ci, donc il va l'envoyer ici et non sur les autres ports. Voilà l'avantage du pont et du switch. Et sommairement présenter ce que c'est que le domaine de collision. Pour approfondir notre notion de domaine de collision, nous voici avec un commutateur. Quand celui-ci tente d'envoyer une donnée à cet ordinateur, le switch le reçoit, mais l'envoie uniquement sur ce port-ci. Donc, si ces deux se parlent, il n'y a pas moyen que cette donnée aille sur les autres ports. C'est de ce fait qu'on dit que chaque port d'un switch représente un domaine de collision. Il ne partage pas de médias pouvant occasionner une collision quand c'est cet ordinateur, par exemple, qui envoie une donnée à celui-ci. Donc, chaque port de ce switch constitue un domaine de collision. Ce qui a permis, avec l'avènement des switches, de faire des communications en full duplex et aussi pratiquement d'éliminer les collisions dans les réseaux Internet. Ça peut arriver dans certaines configurations. Si par exemple, sur ce port, on met encore un hub et on branche d'autres ordinateurs, on peut enregistrer des collisions. Donc, dans certaines configurations, on peut encore en enregistrer, mais c'est pratiquement inexistant au jour d'aujourd'hui. Nous allons nous intéresser à présent au domaine de diffusion. Le domaine de diffusion, ou encore broadcast, comme on l'avait vu précédemment, peut être défini comme une zone d'un réseau informatique où un ordinateur quelconque connecté au réseau peut directement transmettre à tous les autres ordinateurs du même domaine, sans devoir passer par un équipement de couche 3, un routeur. Tel que je vous avais présenté le message de diffusion précédemment,
quand cet ordinateur envoie un message de diffusion, celui-ci va le recevoir. S'il y a d'autres ordinateurs connectés à ce switch, ils vont le recevoir aussi. Mais les routeurs ne laissent pas passer les messages de diffusion. Un message de diffusion qui est émis par cet ordinateur ne sera pas reçu par celui-ci. Par défaut. C'est l'avantage des équipements de couche 3. Et on utilise ça pour segmenter les réseaux. L'avènement des VLAN, des réseaux virtuels, LAN virtuels, on en viendra, a permis de faire la segmentation des réseaux. Et donc de mettre un équipement de couche 3 pour pouvoir communiquer entre les VLAN. Et aussi, les VLAN ont beaucoup plus d'avantages que la segmentation des réseaux. Ici, si nous devons compter les domaines de diffusion, nous avons dit que ça ne traverse pas les équipements de couche 3. Vous avez un ici. Vous êtes d'accord avec moi que un message de diffusion envoyé depuis ici va couvrir tout ceci. Tout ce qui est ici va recevoir ce message. Celui-ci, quand il le reçoit, il va le forwarder à tout le monde, même le switch aussi le forwardera à tous les autres ports. Un autre domaine de diffusion. Pardon. Ah, mon logiciel s'est planté. J'ai quelques soucis avec le logiciel qui gère ma tablette. Voilà, nous voilà de retour après la réinitialisation de mon logiciel. Donc, j'étais en train d'encercler les domaines de diffusion qu'on a. Nous avons dit que tout ceci constitue un domaine de diffusion. Tout cela aussi un domaine de diffusion. Là. Puisque les routeurs ne laissent pas passer le domaine de diffusion. Donc, chaque port d'un routeur constitue un domaine de diffusion. Vous êtes d'accord aussi que là, ça constitue un domaine de diffusion. Donc voilà un peu présenté les domaines de diffusion, domaines de collision, les différentes méthodes de communication. Ceci a été ma participation pour la compréhension à l'introduction des réseaux LAN. J'espère que vous avez aimé et donc et que vous serez toujours avec nous pour l'aventure qui continue. Merci pour l'attention et à bientôt.